Les États-Unis arrêtent les livraisons de gaz naturel liquéfié. Ce qui se passe maintenant est brutal. Oui, vous avez bien entendu. C'est une catastrophe à laquelle notre propre gouvernement a lui-même contribué et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une blague, c'est la dure réalité. Si vous pensez que la crise énergétique ne peut pas empirer, détrompez-vous. Imaginez, nous sommes en février. Les États-Unis arrêtent les livraisons de gaz naturel liquéfié. Ce qui se passe maintenant est brutal. Oui, vous avez bien entendu. C'est une catastrophe à laquelle notre propre gouvernement a lui-même contribué et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une blague, c'est la dure réalité. Si vous pensez que la crise énergétique ne peut pas empirer, détrompez-vous. Imaginez, nous sommes en février 2026, les réserves de gaz en Europe sont à un niveau historiquement bas et soudain, bam! Les États-Unis nous coupent le robinet. Plus aucune livraison de GNL. Juste au moment où l'on pense que la situation ne peut pas devenir plus absurde, la réalité en rajoute une couche. Alors que les réserves de gaz sont déjà à un niveau alarmant, un nouveau coup de tonnerre éclate. Les États-Unis arrêtent leur livraison de GNL. Et cela en pleine crise énergétique. Trump l'avait annoncé et maintenant cela arrive. Brutal. Pas de panique inutile, juste des faits et ce que cela signifie pour nous. Soyons clairs, les États-Unis sont littéralement en train de nous couper le gaz. Les coûts du chauffage explosent, l'industrie est menacée, des emplois sont en jeu. Et savez-vous qui est responsable? Pas seulement Trump. Non, notre propre gouvernement, dirigé par le chancelier Friedrich Merz, qui montre une fois de plus son vrai visage. Une soumission transatlantique au lieu d'une véritable défense des intérêts allemands et européens. Alors que même les Verts et la gauche demandent depuis longtemps de réduire la dépendance au GNL américain, Merz plie comme un chiffon mouillé. Friedrich Merz est désormais au centre de critiques massives. Beaucoup l'accusent d'avoir inutilement détérioré les relations avec les États-Unis et d'avoir ainsi contribué à cette escalade, transformant une situation déjà fragile en un risque énergétique explosif. Fidèle à son style habituel, le chancelier a tenté de minimiser la situation, mais s'est emmêlé dans plusieurs déclarations embarrassantes. Et bien sûr, à la fin, ce serait encore la faute du gouvernement fédéral. Qui d'autre? Mais regardons les faits. Les chiffres les plus récents atteignent des niveaux historiquement bas. Les avertissements deviennent de plus en plus pressants. Et le château de cartes de ce qui a été vendu comme la grande transition énergétique verte commence sérieusement à vaciller. Les critiques parlent déjà d'un projet raté. Donald Trump l'avait autrefois qualifié de plus grande fraude climatique de l'histoire, une formule que beaucoup reprennent aujourd'hui. Mais attendez, cela devient encore plus brutal. Alors que Berlin lutte déjà avec d'importants problèmes liés à la migration et à l'intégration, les Verts ont annoncé vouloir accueillir également ce qu'ils appellent des réfugiés climatiques. Selon les estimations des Nations Unies, il pourrait s'agir de millions de personnes concernées dans le monde. La question se pose donc immédiatement, comment cela serait-il concrètement mis en œuvre? Les critiques accusent le parti de s'enfermer de plus en plus dans des concepts idéologiques, tandis que d'autres pays réévaluent leurs stratégies de manière plus pragmatique et les corrigent si nécessaire. Le climat politique est tendu, les positions se durcissent, et l'inquiétude grandit de voir l'Allemagne se diriger pas à pas vers de nouvelles épreuves difficilement prévisibles. Des voix fortes se sont également élevées récemment aux États-Unis. Dans un discours très remarqué, Marco Rubio a lancé un avertissement appuyé contre des orientations jugées excessives en matière de politique énergétique et migratoire. Selon lui, par peur d'un culte du climat, certains gouvernements se seraient imposés des politiques énergétiques qui mettent une grande partie de la population sous pression économique. Pendant ce temps, les concurrents géopolitiques continuent de miser résolument sur le pétrole, le charbon et le gaz naturel, non seulement pour renforcer leur économie, mais aussi comme instrument stratégique d'influence. Dans ce contexte, une décision prise par les Verts berlinois alimente encore davantage les débats. Lors d'un congrès régional du parti, l'accueil de ce que l'on appelle des réfugiés climatiques a été approuvé. Les partisans y voient une responsabilité humanitaire, tandis que les critiques mettent en garde contre une surcharge supplémentaire pour une capitale déjà fortement sollicitée. Berlin fait face à de nombreux défis structurels. Pénurie de logements, débat sur la sécurité, difficultés d'intégration. La dimension politique de cette question est explosive.
Si l'équilibre des majorités au niveau fédéral venait à changer, de nouvelles coalitions politiques pourraient émerger. C'est précisément pour cette raison que la discussion est si émotionnelle, tiraillée entre ambition humanitaire, préoccupations sécuritaires et la question fondamentale de savoir jusqu'où l'État est encore capable de gérer ces défis. Mais revenons au sujet de l'énergie. La chaîne ARD Tagesschau, bien sûr, a déjà la solution. On entend souvent dire qu'elle serait devenue le service de presse délocalisé du gouvernement fédéral. Mais non, rassurez-vous, des batteries au lieu des mines. D'immenses systèmes de stockage par batterie seraient censés devenir l'épine dorsale de la transition énergétique. Enfin, quelques slogans d'encouragement venus de Berlin. La catastrophe ne serait pas pour demain. J'allais presque dire que la victoire finale de la transition énergétique serait à portée de main. Enfin, du moins selon l'ARD Tagesschau. S'il n'y avait pas cette réalité amère qui, malheureusement, ne se conforme pas aux souhaits politiques. Un fabricant de batteries pour installation photovoltaïque est confronté à une série d'incendies. Environ 100 000 systèmes de stockage doivent être remplacés. Même la filiale spécialisée dans les batteries, Senec, est remise en question. Les appareils tombent en panne, certains prennent feu. Les pièces de rechange sont presque introuvables. Les réparations peuvent prendre des années. Beaucoup d'installations restent partiellement inutilisables. Dans certains cas, les systèmes de stockage ont même été ralentis à distance. Après plusieurs incidents signalés, l'entreprise a placé de nombreux appareils en mode de sécurité par accès à distance. Personnellement, je n'achèterai jamais quelque chose auquel quelqu'un peut accéder de l'extérieur. Mais au final, cela nous concerne tous. Car Robert Habeck a imposé l'introduction généralisée de compteurs électriques numériques. Eux aussi peuvent être limités ou même coupés à distance. Un blackout sur simple pression d'un bouton. Pour un quartier, une ville entière ou théoriquement même pour des opposants un peu trop gênants. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie du complot. On ne ferait jamais une chose pareille. Jamais. Bien sûr que non. Et voilà, maintenant que les systèmes de stockage par batterie tombent eux aussi en panne. Mais heureusement, nous avons les parcs éoliens. Oui, sur le papier, cela sonne bien. Oups, plus d'éoliennes, mais moins d'électricité produite par le vent. Des brises inhabituellement faibles seraient soudain responsables de cette faible production. Il faut bien trouver quelqu'un à blâmer quand l'idéologie verte se heurte à la réalité. Après tout, nous sommes aussi responsables de la pénurie de gaz, nous, les mauvais citoyens. Nous avons quand même l'audace de vouloir nous chauffer. Et pourtant, nous payons déjà des impôts et des taxes à des niveaux records, presque uniques au monde. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pays où la pression fiscale est encore plus forte que chez nous. Mais augmenter le chauffage en hiver, impossible évidemment. Où irions-nous si chacun faisait cela? Le mélange énergétique planifié par l'État, basé sur le vent et le soleil, n'arriverait déjà plus à suivre. Et voilà maintenant le comble. La 4e puissance industrielle du monde se retrouve en difficulté parce que le vent ne souffle pas assez fort. Et ses installations gigantesques? Bien sûr, il existe déjà des milliardaires de la transition énergétique. Ceux qui ont investi tôt dans l'éolien fortement subventionné encaissent des profits considérables, que l'électricité soit réellement produite ou non. Le tout payé par des contributions imposées aux consommateurs. Ces immenses parcs éoliens reposent sur des masses de béton armé, d'énormes fondations et parfois sur des matériaux problématiques qui ne peuvent même pas être déposés dans des décharges ordinaires. Le vent pose problème, mais le froid aussi, apparemment. En Finlande, par exemple, de nombreuses éoliennes cessent de fonctionner à cause du givre qui se forme sur les rotors. Une fine couche de glace sur les pales, les capteurs ou les composants suffit à réduire fortement l'efficacité. Les exploitants arrêtent automatiquement les turbines car un déséquilibre ou la projection de glace représente un danger. Dans les régions concernées, des nappes de brouillard persistent souvent à la hauteur des pales et de nouvelles couches de glace se forment en permanence. Ce qui n'est normalement qu'un hiver ordinaire devient soudain un problème systémique. Sans vent, cela ne fonctionne pas. Avec trop de vent, non plus, car les réseaux sont surchargés. Et avec le froid, cela ne marche pas davantage. Et c'est cela, notre avenir énergétique? En Europe, il existe aussi des exemples de souveraineté, comme celui de Viktor Orban. Depuis le début, il a refusé d'abandonner le gaz russe. Il s'est opposé aux sanctions et aurait même négocié un accord personnel avec Trump, lui permettant de continuer à importer du gaz russe sans subir de pression des États-Unis ou de l'Europe.
Pour quelqu'un comme Merz, une telle démarche serait impensable. Il est trop profondément ancré dans les cercles de l'élite de l'Union européenne. Une raison possible pour laquelle Trump pourrait réduire nos livraisons de gaz se trouve dans la question du Groenland. Sa stratégie semble claire. En utilisant des droits de douane et des interruptions de livraison, il met une pression massive sur l'Europe, et particulièrement sur l'Allemagne, afin d'obtenir des concessions géopolitiques. Mais la faute incombe-t-elle vraiment uniquement à Trump? Non. Notre propre gouvernement porte lui aussi une part importante de responsabilité. Par manque de vision stratégique et par ignorance des réalités, il a pendant des années placé des priorités idéologiques au-dessus de tout le reste. Weidel le dit sans détour. Nous avons démantelé nos dernières centrales nucléaires alors qu'elles auraient pu garantir une production d'électricité stable, pauvre en CO2 et indépendante. Elle qualifie la soi-disant transition verte de « transition vers nulle part ». Au lieu de cela, elle plaide pour un retour à l'énergie nucléaire afin d'assurer l'indépendance énergétique et d'annuler cette sortie qu'elle juge absurde. Trump a trouvé des mots tout aussi tranchants. À Davos, il a averti que seuls les idiots achètent des éoliennes et a qualifié l'énergie éolienne de plus grande fraude de l'histoire. Il a dénoncé le Green New Scam et insisté sur le fait que les éoliennes détruisent les paysages et ruinent l'économie. Windmills all over the place, they destroy your land, a-t-il lancé à Davos avant d'ajouter « There are windmills all over Europe, and they are losers ». Plus il y a d'éoliennes, plus les pertes augmentent, une idée que partage également l'AfD. Lors du congrès de l'AfD à Riesa, Weidel est allé encore plus loin. « Nous démolirons toutes les éoliennes, à bas ces moulins à vent de la honte ». Dans le contexte du Reinhardswald, en Hesse, où seulement 0,07% de la surface serait utilisée pour installer 18 nouvelles turbines, certains voient là le symbole d'un débat devenu hautement controversé. Ce qui nous attend maintenant est brutal. Les terminaux sont vides et les réserves sont critiques. L'industrie risque de s'arrêter, des usines pourraient fermer, des emplois disparaître. Et tout cela parce que Merz et ses alliés à Berlin n'auraient pas le courage de défendre les intérêts de l'Allemagne. Au lieu de cela, ils s'accrocheraient à leur vision verte qui, selon leur critique, mènerait le pays dans une impasse économique. Regardez les parcs éoliens. Des milliards investis dans des installations qui gèlent quand il fait froid, ne produisent rien quand le vent manque et surchargent le réseau quand il souffle trop fort. C'est presque une blague, mais une blague très coûteuse. Et les batteries? Elles prennent feu, tombent en panne et peuvent être coupées à distance. Qui a encore besoin de fiabilité quand l'idéologie prend le dessus? Pour ses partisans, l'AfD est la seule formation politique qui voit ces problèmes et veut agir. Weidel et son équipe réclament le retour du nucléaire, davantage de souveraineté énergétique et un principe clair, l'Allemagne d'abord. Regardez Orban, disent-ils, il aurait montré l'exemple.